je voudrais d'abord remercier l'espace culturel Gérard Philippe de m'avoir invité, puis je voudrais surtout remercier Naïma Yahi pour ses invitations incessantes. Alors vous m'excuserez, j'ai préparé quelque chose d'assez formel, qui est assez intense, peut-être un peu plus court que prévu, mais assez intense. Mais après, là, justement, comme on n'est pas très nombreux, enfin, on a juste le nombre qu'il faut, on pourra discuter longuement et je pourrai peut-être revenir sur quelques points que je vais évoquer pendant ma présentation. Je suis également heureuse que l'exposition soit toujours accrochée, que vous puissiez obtenir des informations, on va dire, un peu plus spécifiques sur ce thème des femmes au sein des vagues migratoires qui ont touché la France. Parce que moi, je vous ai préparé quelque chose de très très différent, même si je parle de femmes et d'immigration en France. Donc pour commencer, quelle ne fut pas ma surprise? J'avais discuté avec Naïma Yahi depuis le mois de décembre. Nous nous étions mises d'accord sur le thème de cette intervention, femmes et immigration postcoloniale. Il avait été convenu que cette présentation sonderait afin de mieux comprendre le présent, comme on le dit souvent. La formule est consacrée, étudier le passé pour mieux comprendre le présent. Lorsque je parle du présent, je veux dire tous les discours politiques et publics autour des thèmes de l'immigration, de l'intégration, des banlieues populaires, de la sécurité nationale, de la laïcité, de la place de l'islam en France, du vivre ensemble, de la déchéance de la citoyenneté et de l'actuel état d'urgence. Mais également des questions davantage liées aux femmes. L'islamophobie, par exemple, plus manifestement exprimée envers ces femmes voilées ou portant le niqab interdit par la loi. Je parle de ces discours non pas autour de la question de l'immigration en tant que telle, mais des discours qui s'articulent plutôt autour d'une certaine idée de l'immigration. Cette présentation devait proposer un aperçu des divers courants migratoires qui ont eu pour destination la France d'après-guerre. À travers le cas des femmes, nous étions censés suivre les parcours et destins de celles qui ont tant contribué à la transformation de la France. Nous devions suivre tous ces parcours à travers les mobilisations citoyennes, grandes et petites. Nous devions explorer la place singulière occupée par ces femmes, leur lutte pour l'égalité, pour le logement, pour la dignité. Mais je suis au regret de vous dire que cela ne sera pas possible. Le programme a changé. Ce soir, je ne serai pas en mesure d'évoquer avec vous cette histoire spécifique, car elle n'existe pas. Ne vous méprenez pas lorsque je dis qu'elle n'existe pas. Je ne veux aucunement dire que ces femmes n'existent pas, que leurs associations n'existent pas, que leurs collectifs n'existent pas, que leur mobilisation n'existerait pas, que leur être n'existe pas. Non, pas du tout. Bien au contraire. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire n'a pas été publiée. Ce livre n'existe pas encore. Et je vous propose de réfléchir aux raisons de cette non-existence. Je vous propose de réfléchir à l'invisibilité de ces femmes dans la recherche scientifique française. Je vous propose de réfléchir aux questions de race, de classe, de genre et aux études postcoloniales. Cela peut paraître compliqué, mais ce mélange de genre est réel et ne peut être évité si l'on veut comprendre la France actuelle. Excusez-moi. Donc, avant toute chose, je souhaiterais me présenter. Je ne suis ni historienne, ni sociologue, ni anthropologue. Je suis, du point de vue de l'administration universitaire, spécialiste des civilisations du monde anglophone. À cela, j'ajouterai une spécialisation sur les mondes noirs, ce que l'on appelle communément la diaspora noire, ou la diaspora africaine, ou la diaspora noire africaine. Au-delà de cette formation académique, je me dois de dire que je suis femme, enfant d'immigrants ivoiriens qui sont venus s'installer en France, où je suis née, au cours des années 1960. Pas ma naissance, mais l'arrivée des parents. Pourquoi vous raconter tout cela? Tout simplement pour vous dire que si mon parcours de formation et la profession que j'exerce aujourd'hui en tant que maître de conférence me confèrent une légitimité et une scientificité toutes deux acceptables et me permettant l'accès à la parole publique, comme ce soir,
Mon parcours de formation et mon statut de maîtresse de conférence ont une grande influence sur ma façon de penser, d'analyser et de mener les recherches que j'entreprends. Tout le monde s'accordera à trouver cela normal et justifié. Cela dit, je tiens à déclarer que mon parcours de vie, tel que je vous l'ai présenté précédemment, fille d'immigrants d'Afrique de l'Ouest, enfance et adolescence passée juste à côté, en banlieue parisienne, au Kremlin-Bicêtre, une peau noire, une expérience physique et psychique de la marge, donc cet ensemble d'éléments, eux aussi, jouent un rôle non négligeable dans la façon dont j'appréhende mon travail. En d'autres termes, je ne crois pas à l'universalisme. Donc afin de préparer la présentation de ce soir, je me suis lancée à la recherche d'une histoire de l'immigration. Comme vous venez de le comprendre, je ne suis pas du tout spécialiste du thème, mais c'est une commande qui a été passée par Naïma Yahi. Donc je suis allée au plus simple en utilisant un ponte sur le sujet, Gérard Noiriel. Je me suis dit que ces travaux me permettraient de rentrer dans le vif du sujet et que je pourrais aussi rapidement me consacrer au sujet qui m'intéressait vraiment, les femmes immigrantes. C'est certainement à ce moment-là, à la lecture de Gérard Noiriel, que je me suis rendu compte que l'histoire de l'immigration et l'histoire des femmes immigrantes étaient deux histoires totalement différentes et totalement séparées. L'histoire de l'immigration, telle qu'elle est conçue, est une histoire non pas universelle, mais bel et bien une histoire masculine. En disant cela, je prends bien sûr en compte l'exposé fait par Noiriel dans le Creuset français, qui montre à quel point l'émergence même de l'histoire de l'immigration en tant que domaine de recherche légitime au sein de l'université française fut le fruit d'une lutte. Je prends également en compte le fait que les chercheurs s'intéressant à ce champ de recherche ont dû eux aussi faire face à de solides réticences hiérarchiques. Pour ce qui est de cette histoire globale, cette histoire qui serait neutre de l'immigration française d'après-guerre, oui, j'ai appris des choses en lisant Noiriel. Premièrement, la définition même d'un immigrant, une personne née étrangère dans un pays étranger et résidant en France. Ensuite, j'ai appris les nombreuses questions qui sont relatives à l'histoire de l'immigration. Parmi elles, on trouve la question du droit d'asile, par exemple, celle des politiques d'immigration menées par l'État français, les pratiques administratives de l'État français, l'histoire même de la nationalité française, l'histoire de la xénophobie et l'histoire des représentations de l'étranger dans l'espace et l'imaginaire public français. J'ai également appris énormément sur le rôle essentiel joué par l'immigration dans l'histoire économique, démographique, sociale et politique de la France contemporaine. Enfin, Gérard Noiriel traite même de la relation étroite qui existe entre immigration et marché du travail, sans parler de la récurrence des crises xénophobes. Tout cela est très bien. Nous savions déjà que pour répondre à des besoins d'ordre démographique et économique, la France, grand pays d'immigration depuis le XIXe siècle, avait eu recours, et ce dès les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, à des populations européennes ou extra-européennes. Celles-ci avaient répondu à l'appel et étaient venues en masse combattre, étudier, travailler et s'installer en France. À la lecture de cette histoire, je me dis que j'en saisis aujourd'hui en tout cas, les grands principes et les fonctionnements fondamentaux. Cependant, je restais sur ma faim. Quid des femmes, quid de la question coloniale, quid de la question du genre et quid de la question de la race. Étrangement, ce sont des historiennes qui ont pris en main ces questions. En me plongeant dans la littérature scientifique consacrée à l'histoire de l'immigration, j'ai pu découvrir que ce domaine de recherche était excessivement récent. Son développement date des années 1970 pour la sociologie et des années 2000, le XXIe siècle, pour l'histoire. Cette littérature scientifique m'a enseigné que la visibilité des femmes immigrantes, que l'on situe communément au milieu des années 1970, n'est pas liée seulement à leur présence réelle sur le sol français. Non, cette visibilité est le fait de la prise de conscience de la présence de ces femmes par l'État français. Je pense donc que la différence est de taille et doit être soulignée. En d'autres termes, la recherche historique française, par exemple, a commencé à publier sur les femmes immigrantes à partir des années 2000. Donc si on accepte le raisonnement selon lequel, effectivement, le nombre d'hommes immigrants a été plus important que le nombre de femmes dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale,
il nous incombe également de prendre en compte le fait que le pic du regroupement familial, c'est-à-dire l'arrivée des femmes et parfois des enfants, se situe pour sa part entre 1966 et 1971. Ma question est donc la suivante. Quid de ces femmes? Comment est-il possible de ne pas les prendre en compte, de ne pas les prendre en compte dans l'histoire de l'immigration? Mais d'autres questions se posent presque immédiatement. Comment lutter contre le stéréotype? Comment délester les imaginaires de la figure de la femme immigrante perçue uniquement à travers les figures de la mère de famille, de la femme inactive, de la femme analphabète? Il est ici crucial de rappeler que l'émergence de la figure de la femme immigrante au milieu des années 1970 est intimement liée à la seconde vague féministe. Au-delà de la seule présence de ces femmes immigrantes, ce sont bel et bien les travaux qui ont émané des féministes qui ont contribué à l'émergence du traitement de la figure de l'immigrante par l'université française. Il ne s'agissait pas de travaux portés sur les femmes à l'époque, il ne s'agissait pas de travaux portés sur les femmes en général, mais des travaux produits par ces féministes. En outre, à l'époque, la question coloniale a délibérément été laissée de côté car elle était jugée trop compliquée à gérer, impliquant trop de facteurs à prendre en compte. À partir de ces années 1970, mais de manière encore plus marquée dans les années 1980, les représentations sociales de l'immigration se sont focalisées sur le Maghreb. De nombreux travaux ont été consacrés aux femmes issues de l'Algérie et du Maroc. Et bien souvent, ces travaux répondaient à des commandes de l'État qui percevaient alors ces femmes immigrantes comme actrices de l'intégration. Les années 80 ont aussi produit l'image de l'immigrante travailleuse, exploitée sur le marché du travail d'une part, et d'autre part capable d'accéder à une certaine forme d'indépendance tout en améliorant sa condition de femme. L'apparition de la recherche menée autour de la notion de genre dans les années 2000 a permis de manière simultanée la prise en compte des notions de race et d'ethnicité dans les rapports sociaux de sexe et de classe. Ce que l'on nomme l'intersectionnalité a commencé à être envisagé, nous rapprochant ainsi d'un universalisme réel. Donc j'avais prévu une présentation consacrée aux femmes dans l'histoire de l'immigration. J'ai été déçue. Malgré les propositions que nous fait la sociologie, je me suis aperçue que le sujet restait encore marginal. Cette marginalité académique nous dépossède de la réalité de l'existence et des expériences de ces femmes immigrantes. Cette marginalité occulte les individus, les familles, les groupes, les communautés, les associations et réseaux qui existent ou qui ont existé. Je ne peux pas les nommer et les décrire comme je le voudrais. Cela n'est pas dommage, cela est injuste. Toutefois, cela peut aussi m'interroger sur ma propre contribution en tant que chercheur. En tant que chercheuse, je devrais dire. Ma contribution en tant que chercheuse, mais également et légitimement en tant que femme noire, banlieusarde, issue d'un milieu défavorisé, musulmane, enfant de parents d'immigrés. Les recherches que j'ai menées pour cette présentation ont à la vérité soulevé bien des questions et ont apporté peu de réponses. Ce qui m'a frappée, c'est la complexité du terme abordé. Il s'agit de prendre à bras le corps les questions s'articulant autour de la définition et de la catégorisation. Dans les années d'après-guerre, la question coloniale et la question post-coloniale ne peuvent pas être laissées de côté. En outre, et de fait, nous sommes amenés à une prise en compte des processus de racialisation. Enfin, la question du genre devrait, il me semble, s'imposer d'elle-même, tant pour les femmes que pour les hommes. La féminité et la masculinité sont toutes deux des constructions sociales et politiques. Toutes deux ont donc leur histoire. Je pense donc à ces femmes, connues ou anonymes, seules ou en groupe, qui chacune, à leur façon, sont venues fouler le sol français et y ont tout simplement vécu comme elles ont pu et parfois comme elles ont voulu. Je pense donc à Madame Bamousso Soumoro, ma mère, à Mesdames Abdelawi, parce que oui, elles étaient deux, ils venaient d'Algérie, à Madame Mendy du Sénégal, ma voisine, à Madame Boussalem qui est venue d'Algérie, Madame Diaye qui est venue du Bénin et aussi du Sénégal, Madame Pintard qui est venue d'Espagne, Madame Dielna qui est venue de la Guadeloupe, ce territoire d'outre-mer qui n'est souvent pas compté parmi ces migrations internationales, puisque la Guadeloupe est un département français, Madame Le Bernadi et Madame Lachouette qui sont venues du Sénégal, ma voisine, à Madame Boussalem qui est venue d'Algérie,
Madame Diaye, qui est venue du Bénin et aussi du Sénégal, Madame Pintard, qui est venue d'Espagne, Madame Dielna, qui est venue de la Guadeloupe, ce territoire d'outre-mer, qui n'est souvent pas compté parmi ces migrations internationales, puisque la Guadeloupe est un département français, Madame Le Bernadi et Madame Lachouette, qui sont venues d'Inde, ou Madame Miséré, qui est venue du Congo. Toutes ces femmes ont une histoire qui les relie à cette plus grande histoire, trop souvent présentée et traitée comme un club très prisé, très privé et très exclusif. Je vous remercie. Donc maintenant, peut-être qu'on peut revenir sur quelques points que j'ai évoqués ou sur des questions que vous avez. J'ai essayé de retracer, en fait, dans cette présentation, j'ai peut-être essayé d'insister sur ma surprise. Comme je l'ai expliqué, le domaine de recherche, enfin la France n'est pas mon domaine de recherche initial. Donc c'était un peu un défi que j'ai accepté de relever quand Naïma Yaïm m'a demandé de faire une présentation sur des parcours de migration qui impliquaient ces femmes. Donc j'ai abordé le sujet de manière, on va dire, très professionnelle, très banale, en disant je vais commencer par chercher des livres qui vont traiter de cette question. Et c'est là que le choc est survenu. Il y a très peu de livres. Je ne veux pas du tout dire qu'il n'y a pas de chercheuses, Naïma en est le meilleur exemple sur le sujet, mais j'ai été vraiment étonnée en utilisant par exemple ce classique que constitue l'histoire rédigée par Gérard Noiriel, qui à mes yeux était la preuve vraiment manifeste qu'il n'y avait pas de traitement, en tout cas exhaustif, de cette question de la place des femmes et de cette question même du genre dans la conception même et dans la construction même du champ de recherche lié à l'immigration. Et donc j'ai été obligée de faire ce constat et de m'interroger sur toutes ces femmes issues de l'immigration que j'avais croisées dans ma vie et qui pour moi sont des personnes très vivantes, enfin certaines ne le sont plus, mais toutes ces femmes que j'avais croisées et qui avaient tout simplement vécu, qui avaient vécu de manière individuelle ou familiale, qui avaient vécu et entrepris des activités, je ne sais pas, de type commercial, des activités de type social, qui avaient participé à des mobilisations, qui avaient rejoint des associations, qui croyaient et défendaient des causes, souvent liées d'ailleurs à ces problématiques de l'immigration. Et donc voilà, mon questionnement a été comment expliquer cela. Et quand j'ai commencé à lire notamment Linda Guéry, j'ai vu qu'elle avait participé à cette exposition, celle qui est accrochée à l'espace culturel Gérard Philippe. Ben, j'ai commencé à lire des travaux, souvent faits par des femmes, pas seulement, mais souvent effectués par des femmes, souvent aussi effectués par des femmes qui avaient une expérience assez récente de l'immigration et qui, elles, prenaient à bras le corps ces questions et qui, elles, décidaient de publier sur le sujet, en tout cas d'effectuer des recherches, publier sur le sujet, essayer d'obtenir peut-être des diplômes universitaires sur ce sujet. Et ça soulève plusieurs questions, puisque cet angle d'approche qui est différent nous pousse à nous interroger sur la place de ces recherches, la place qui est faite pour ces recherches au sein de l'Académie française, au sein de l'université française. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que si on décide de faire une thèse de doctorat, par exemple, sur l'immigration des femmes dans la France des années d'après-guerre, par exemple, est-ce qu'on va obtenir des bourses doctorales pour mener à bien ces travaux? Est-ce qu'une fois qu'on aura mené à bien cette thèse de doctorat, est-ce qu'on va obtenir la qualification pour devenir maître de conférence? Et une fois que si on obtient cette qualification de maître de conférence, est-ce qu'on va pouvoir obtenir un poste à l'université qui va nous permettre d'enseigner ce sujet, qui va nous permettre peut-être de former d'autres étudiants qui eux-mêmes pourront continuer à explorer des thématiques qui sont tout simplement sous-étudiées. Donc voilà, l'histoire de cette présentation en fait est complètement différente de ce à quoi je m'attendais. Mais après c'est normal, quand on fait de la recherche, on n'est pas censé savoir ce qu'on va trouver, mais il y a quand même eu, j'ai quand même été effarée du manque de sources. Voilà. Pas pour dire que des associations ou des collectifs n'avaient pas publié sur le sujet, mais la question reste quand même celle de l'accès
de l'accès de ces publications à des presses universitaires ou autres, peut-être qui peuvent toucher un public plus large et qui peuvent assurer une diffusion plus grande de ces savoirs qui sont des savoirs et qui sont donc précieux. Ouais. Donc ça a été un peu ce qui s'est passé une fois que je me suis lancée dans cette histoire de l'immigration et du rôle des femmes. Même si j'entends bien l'argument statistique, il y aurait eu plus d'hommes qui sont venus, qui ont participé à ces vagues migratoires, que ce soit dans les armées, que ce soit en tant qu'étudiants, que ce soit comme travailleurs. On sait qu'un grand nombre de femmes ont également soit rejoint ces hommes à un moment de leur vie, ou soit sont venues elles-mêmes, soit ont bénéficié des réseaux familiaux et sont venues aussi. Et ces femmes-là existent et on les voit tous les jours. Et elles sont complètement... enfin, elles ne sont pas invisibles, mais elles sont rendues invisibles. Et à mes yeux, juste pour finir, c'était intéressant aussi de constater que cette question du genre, quand elle a émergé parmi les chercheurs, elle va de pair aux questions liées à l'ethnicité, à la race et au post-colonialisme. En fait, c'est ce qu'elles ont révélé. Et effacer les femmes, je pense que c'est effacer aussi la question de la race et la question du post-colonial. Dans ta présentation, tu évoquais la femme comme objet sociologique de production de rapports et d'études commandées par le pouvoir public, et tu parles de vecteur d'intégration. Oui. Donc ça rejoint un deuxième aspect de ma question, c'est l'action de la légitimité du sujet. On sait que pour la sociologie de l'immigration, l'histoire de l'immigration, c'est un combat militant d'une poignée de chercheurs qui a porté au niveau de l'université française à légitimer le sujet, l'objet de recherche immigration. On a un phénomène qui pourrait être produit autour d'actions du genre à travers les femmes immigrées. Cette exposition en est le témoignage, et ce qui nous réunit ce soir l'est aussi. Tu soulignes la faiblesse ou l'inexistence des travaux de recherche qui met en récit cette réalité féminine. J'ai envie de te demander où on en est entre ce vecteur d'intégration que serait la femme. Qu'est-ce qu'on entend par là, par vecteur d'intégration, et qu'est-ce qui aujourd'hui manque à ce thème de recherche pour être légitimé? Vaste question. Vaste question. Mais je pense que, comme tu l'as rappelé, je pense que les politiques menées par l'État dans les années 80, quand l'État a commencé à, on va dire, prêter attention à cette présence féminine, la reconnaissance du sujet féminin immigrant, c'était pas une reconnaissance, on va dire, neutre. Quand on leur a fait jouer ce rôle de, comment dire, vecteur ou actrice d'intégration, c'était comme si on les avait reconnus comme aide potentielle, c'est-à-dire que si on veut mener à bien cette intégration de cette nouvelle population, stratégiquement, il serait plus sage on va dire, de considérer ces femmes comme dans un rôle assez traditionnel. Ce sont des mères, ce sont elles qui sont en charge de l'éducation, et donc si on arrive à communiquer avec elles, peut-être qu'on pourra leur transmettre leurs valeurs qu'on veut qu'elles transmettent à leurs enfants. Voilà, donc c'est un peu un phénomène paradoxal, parce qu'il y a à la fois une reconnaissance d'un sujet potentiel, enfin d'un sujet-objet, et en même temps une volonté de manipuler ce sujet qu'on vient de reconnaître. Maintenant, si on s'interroge sur aujourd'hui ce qui manque pour... je ne sais pas en fait si aujourd'hui il est possible de dissocier ces femmes immigrantes de, on va dire, leur progéniture, de leurs enfants. Quand on parle par exemple de ceux qu'on appelle, alors que ce soit les enfants d'immigrés ou les immigrés de la deuxième génération, ce qui est un non-sens, parce qu'on n'est pas immigré sur plusieurs, enfin, on n'est pas immigrant sur plusieurs générations, normalement, à part si l'enfant décide de migrer dans un second espace. Donc on a quand même cette difficulté, j'ai l'impression en France, à reconnaître
le statut de chacune de ces catégories. Donc on a le statut assez clair d'immigrants, d'étrangers. Là c'est un statut juridique, est-ce que des personnes qui peuvent acquérir la nationalité française, et il y a d'autres qui ne l'acquièrent pas. Mais quand on prête attention aux enfants, on dirait que la question de la nationalité ne rentre pas toujours en compte. Donc je pense que la question, elle reste, s'articule autour de la notion de la légitimité de la présence. On a l'impression que ce statut d'immigrant porte un stigmate, et qui est un stigmate qui peut être transmis de génération en génération, au-delà et de manière complètement contradictoire, au-delà de la catégorisation juridique. Normalement, le français il est français. Donc qu'est-ce qu'on a à faire de cette ascendance immigrante? Et c'est là, je pense, que la prise en compte réelle de la question de l'histoire coloniale et postcoloniale et de l'histoire de la race doit être prise en compte. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment du mal avec ces questions. On a vraiment du mal à essayer de prendre de manière simultanée. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'intersectionnalité, les questions liées donc à la migration, à la classe sociale, au genre, à la race, mais de manière simultanée. C'est pas l'un ou l'autre ou l'autre. Ça peut être tous ces éléments en même temps. Voilà, c'est pas que du social. Tout à l'heure on discutait toutes les deux, juste toutes les deux, et on parlait du fameux mystère qui entourerait les disparités dans le succès social des enfants d'immigrants portugais et les enfants d'immigrants issus du Maghreb en général. Voilà. Souvent ce qui est dit, c'est que par exemple les Portugais, les gens du Maghreb seraient arrivés en même temps en France, presque en même temps, auraient travaillé dans les mêmes endroits, appartenaient aux mêmes classes sociales, et on ne sait pas pourquoi, à partir si on prête attention à leurs enfants, les réussites sociales ne sont pas du tout les mêmes, et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, comme si les discriminations n'existaient pas, comme si les discriminations ne portaient pas sur des catégorisations bien spécifiques, et celles-ci, je pense qu'il faut qu'on les prenne en compte. Donc je pense que la question de la légitimité tant des populations que des questions que soulèvent toutes ces identités est encore pas tout à fait acceptée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Mais la question de la venue de ces populations. La question de la venue des populations qui viennent d'ailleurs. Selon les pays, les raisons sont différentes. Bien que ça peut faire une différence dans la réussite sociale. Donc, question. Alors, quel type de différence pourrait avoir jouer un rôle? Je vais peut-être, tout en étant très posée sur les populations qui viennent ou qui venaient du nord de l'Afrique, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, c'était des raisons très économiques. Alors, est-ce que celles-ci ont été aidées de la même manière que les populations venant de pays africains? Est-ce que les conditions d'accueil ont été les mêmes? Je suis pas sûre de bien comprendre. Je vais faire un début de réponse parce que en fait, je suis historienne de l'immigration. Je lui ai tendu un piège, je lui ai demandé de parler de familles immigrées, mais en résumé, vous posez la question des conditions d'accueil et aussi de l'origine du fait migratoire. Très globalement, chose égale par ailleurs dans ce qu'a dit Maboula Soumaoro, dans des conditions de départ qui peuvent être à la fois politiques, de dissidence politique dans le cas portugais, mais aussi économiques. C'est les raisons économiques qui jettent sur la route de l'exil des populations d'Europe du Sud ou d'Afrique du Nord,
avec le contexte colonial et post-colonial pour l'Afrique du Nord et le contexte salazariste pour le Portugal, si on prend le cas portugais. On comparait tout à l'heure en discussion le Portugal et l'Algérie parce que ce sont les populations les plus importantes démographiquement pendant les 30 Glorieuses. Si on extrait les Algériens des Marocains, des Tunisiens, sensiblement, c'est les mêmes volumes de population. On parle d'à peu près 700 000 ressortissants portugais dans ces eaux-là pour les Algériens dans les années 60-70. Ils sont, dans les deux cas, pas toujours très bien accueillis. On peut penser aux bidonvilles qui vont, par exemple, grossir la région Île-de-France, si on prend que notre région, où les Portugais, comme les Algériens, vont vivre les pieds dans la boue, dans des conditions déplorables, et comme les Algériens vont travailler, vont être prolétarisés dans les grandes usines de la région. Et effectivement, les études, notamment de l'Institut national des études démographiques, l'INED, proposent des comparaisons démographiques sur la réussite sociale, on va dire ce qu'on appelle des marqueurs d'intégration. Et effectivement, chose égale par ailleurs, donc les raisons de la venue, les conditions d'accueil, ces deux populations n'ont pas la même ascension sociale et n'ont pas aussi les mêmes comportements quand, par exemple, au retour au pays d'origine, la réinstallation des familles portugaises au Portugal, avec la réussite économique portugaise qui s'est mise en place dans les années 80, mais aussi la question des stigmatisations, des discriminations, qui sont liées soit à des questions de groupe, d'individus, soit liées à des questions aussi historiques. Et c'est pour ça que notre invité évoque, et peut-être qu'on pourra éclaircir le débat sur ces termes qui nous sont très familiers, mais peut-être pas pour tout le monde. On parle de post-colonial ou de questions d'intersectionnalité. Ce sont des notions qui sont très utilisées de manière académique pour parler d'objets d'intérêt, en tout cas intellectuel, de recherche, sur une immigration qui est intra- ou infra-européenne, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Belges. On a une histoire très forte avec l'immigration intra-européenne. C'est toujours les voisins qui viennent les premiers dans le pays, en l'occurrence la France. Mais la France ayant une histoire impérialiste et une histoire coloniale, pour des raisons historiques évidentes, depuis ces territoires anciennement colonisés sont venus de nombreux contingents immigrés, et chose égale par ailleurs, ils ne vivent pas les mêmes conditions. Par exemple, dans le sujet qui nous préoccupe, on aurait pu, on peut en parler pendant un débat, parler de ces structures associatives, par exemple de femmes portugaises, qui dans les années 80, aux côtés de structures de jeunes filles beurre, on disait à l'époque, ou de femmes africaines, militaient pour les mêmes problématiques liées au logement, à la dignité, à l'accès aux droits. Et aujourd'hui, on n'associe plus du tout, et c'est la question un peu de notre débat, la communauté portugaise à, par exemple, des communautés, ce qu'on dit des quartiers, puisque maintenant, il y a une territorialisation d'identité. On ne parle plus d'immigrés en tant que tel, on dit les quartiers, les cités, les jeunes des quartiers, et on ne pense plus aux communautés comme la communauté espagnole post-années 60 ou portugaise, qui sont des immigrations des années des 30 glorieuses, qui ont la même chronologie que les populations dont on parle, et que l'exposition aborde du point de vue de les origines géographiques de l'immigration. Moi, c'est un petit peu je profite, je posais une autre question, mais c'est peut-être ça la question fondamentale, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de femmes immigrées en termes de représentation? J'ai envie de la poser à nous tous et à notre intervenant. C'est qu'est-ce qu'on a en tête quand on parle de femmes immigrées? Et aujourd'hui, la réponse n'est pas la même qu'il y a 30 ans. Quand on pensait aux femmes immigrées au début des années 80, les images étaient peut-être plus diverses que celles d'aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ce qui peut nous questionner. Moi, en tout cas, ça me questionne. Comment vous percevez cette question? Et même le vocabulaire est différent. Il y a 30-40 ans, on ne parlait pas des Arabes comme on le fait maintenant. On disait les Nord-Africains qui étaient beaucoup plus réels et puis tranquilles quand même, comme eux. Il me semble.
Oui, les Blancs africains, comme beaucoup de monde, sont tranquilles. Enfin, Mais vous voulez dire du vocabulaire. le vocabulaire a quand même une portée. Oui, vous voulez dire que c'est de plus stigmatisant ou en tout cas plus énervé. Oui, et puis pourquoi dire arabe alors que on peut avoir affaire à un Algérien, un Marocain, un Tunisien. Ils viennent d'un pays. Mais bon. Vous voulez dire qu'on a changé les labels. On a changé les labels. Donc c'est toute la question, c'est qu'est-ce qu'on entend, comment est projetée en tout cas cette représentation de cette femme immigrée. Est-ce que tu as une idée Est-ce qu'on a qu'un seul, disons, la femme immigrée, c'est-à-dire que la femme immigrée, elle est multiple malgré tout. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure le moment où on s'est rendu compte qu'il y avait une immigration féminin fin 60, début 70, par le biais des regroupements familiaux où on a vu effectivement les femmes arriver dans les cités, dans les banlieues, dans les villes, ça, pour justement rejoindre le mari qui était issu d'une immigration économique, on va dire. Sauf que la femme immigrée, bien avant ces regroupements familiaux, elle existait déjà, parce qu'on a quand même l'immigration politique qui a largement marqué la filière, j'imagine, et qui est effectivement une population invisible, puisque elle ne venait pas en tant qu'entité, on va dire, en tout cas définition d'immigration, elle est à cause effectivement des réfugiés espagnols, des Portugais, pour faire référence à la période des années 60. L'immigration portugaise aussi, la femme qui venait immigrer en France, même après la révolution des œillets, parce qu'elle venait travailler, ce qui est peut-être différent de l'immigration nord-africaine où la femme n'avait pas l'idée toute seule d'immigrer pour des raisons économiques. C'est pas encore le cas. Ce qui est peut-être le cas plus tard. aujourd'hui. Beaucoup plus tard, dans les années 90. Et puis du coup, c'est un peu difficile d'avoir une définition de qu'est-ce qu'est la femme immigrée, ou puisque tout au long de l'histoire et en fonction de chaque histoire, on a une multiplicité finalement de l'histoire. Exactement, enfin, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est que je suis tout à fait d'accord. Reconnaître cette complexité de la catégorisation fait aussi partie des problèmes. Mais là, c'est comme si on en était à un stade où on n'a même pas encore assimilé la présence féminine tout court, quelle qu'elle soit. Et c'est comme s'il fallait d'abord prendre réellement en compte cette présence féminine et ensuite pouvoir parler des motifs d'immigration particuliers, des classes sociales particulières, des trajectoires d'immigration. Enfin, c'est l'invisibilisation de ces populations, c'est la négation de ces complexités et de ces histoires et de cette diversité de parcours. Et c'est vraiment, oui, c'est important d'en parler, enfin de le remarquer, mais comme on ne peut pas parler de la femme en général, enfin ça veut presque rien dire, la femme. Voilà, je pense que ce refus, ce déni de précision et d'analyse fait partie du problème. Voilà, c'est encore une façon de masquer et de ne pas respecter ces sujets qui sont des objets, qui peuvent être des objets d'études légitimes, puisqu'on a l'impression que c'est comme s'il y avait il y a une hiérarchie dans le traitement de ces objets d'études. Il y a des sujets d'études qui sont dignes d'intérêt et d'autres sujets d'études qui ne sont pas dignes d'intérêt. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais par exemple, même du fonctionnement de l'université. Qu'est-ce qui, pour un étudiant, est-ce que cet étudiant pourrait être encouragé à étudier les femmes dissidentes politiques issues de la péninsule ibérique de l'après-guerre? Est-ce que c'est assez bien comme sujet pour faire l'objet d'un mémoire de master ou plus tard d'une thèse de doctorat et ainsi de suite? Est-ce que même si on fait sa thèse de doctorat sur ça, sur ce sujet, est-ce qu'on pourra enseigner ce sujet? Est-ce qu'on pourra obtenir un poste de maître de conférence? Ou est-ce que si on publie sur le sujet, on aura accès à des maisons d'édition qui vont pouvoir diffuser ces informations? C'est ça toute la question, donc elle est éminemment politique en réalité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est
simplement dommage de ne pas traiter ces sujets, c'est injuste. Oui, justement, je pense que c'est vraiment un problème politique. Parce qu'en fait, l'histoire des femmes en France, on ne peut pas dire non plus qu'elle soit au premier plan. Exactement. Donc, les femmes immigrées sont victimes d'une double peine. Exactement. Du post-colonialisme et le fait d'être des femmes. Oui. Oui, et c'est pour ça que quand on parlait même des premiers travaux qui ont paru sur ces sujets, ces travaux ont été faits par des féministes, pas des femmes. C'est pas seulement être femme qui comptait, c'est des féministes qui ont pris à bras le corps ces questions. Donc évidemment, de toute façon, la femme, le sujet femme est un sujet qui n'est pas particulièrement traité. Mais là, c'est là qu'on entre dans l'intersectionnalité. Si on est femme et issue de certains lieux, ou issue de certains quartiers, ou issue de... Comment ? Ou de classe sociale, exactement. Donc souvent, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas intellectuellement, c'est de se dire, de se positionner que sur un seul élément. La question, c'est la question du genre, et uniquement. La question, c'est la question de la classe sociale, et uniquement. La question, c'est la question de la race, et uniquement. Mais en fait, ça ne marche jamais comme ça. Et ce qui nous rappelle que ça ne marche pas de cette façon, c'est justement ces femmes qui se trouvent en position, on va dire, marginalisée. C'est elles qui nous rappellent que la classe sociale ne sera pas suffisante pour comprendre, pour analyser la situation. Ou la race, la catégorie raciale ne sera pas suffisante pour comprendre et analyser ces situations. Voilà, c'est toujours, on a l'impression, les marges qui nous forcent à questionner ce que l'on retrouve au centre, en tout cas, ce qui ne fait pas partie de l'exclusion, on va dire. Ce sont les marges qui questionnent, en tout cas, ou qui révèlent peut-être l'identité peut-être un peu plus réelle de cet universalisme qui est quand même prôné et qui est censé assumer cette neutralité. On va écrire des histoires générales sur tel phénomène, donc ça sera l'immigration, et l'immigration c'est ça. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Voilà, donc cet universalisme, en vérité, il se dévoile comme très masculin, en tout cas androcentré. Il se révèle comme, on ne sait pas, on va dire plutôt très blanc, très européen, très, je veux dire plus que masculin, sexiste aussi. Enfin voilà, c'est ça qu'on décèle une fois qu'on commence à interroger toutes ces histoires qui sont publiées et publiées dans de grandes presses. J'ai mis une hypothèse professionnelle. J'ai passé commande à d'autres historiens sur la question des femmes. Un spécialiste, par exemple, de l'immigration espagnole, qui ne s'était jamais posé la question en fait. C'est-à-dire, par exemple, je dis, fais-moi quelque chose sur les mouvements sociaux du personnel de maison dans le 16e arrondissement qui s'est organisé. Enfin, ces mouvements qui sont connus quand même, on ne peut pas dire que ce n'est pas connu par le public. Et il ne pouvait pas me produire de manière évidente un discours historique sur des mouvements, par exemple, de femmes. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur les luttes, et c'était un des moments saillants du fait. Et en fait, l'hypothèse majeure, au-delà des aspects politiques qui embrassent même les études féministes, qui les dépassent la question migratoire, c'est que le fait féminin est un fait qui est souvent vécu comme dans l'intime, dans le foyer. Et c'est la question des archives que je pose. C'est-à-dire que quand on fait la narration histoire de l'immigration, on s'appuie sur des documents publics, des archives privées beaucoup moins. Et ce qui, dans le cas des études féminines et de l'immigration en particulier, c'est qu'au-delà de leur action associative et politique qui va se mettre en œuvre selon les générations d'immigrés ou les communautés immigrées, quand elles sont dans l'ombre du foyer, on n'a pas la perception de cette réalité. Et les hommes, on a les éléments de surveillance. Moi qui suis spécialiste d'immigration algérienne, je me plonge dans les archives de la préfecture de police de Paris, c'est un régal de surveillance sanitaire, politique, ce que vous voulez. Mais leurs épouses, je pense que dès la Première Guerre mondiale, il y a des femmes algériennes qui accompagnent leur époux. On n'a pas la trace, si ce n'est l'entrée et la sortie du territoire, ou les aspects hygiénistes. La PMI, quand la PMI existera plus tard, la question de la naissance des enfants. Mais en termes de traces physiques tangibles de l'être humain femme, on a assez peu de traces parce qu'elles ne sont pas dans l'espace public ou l'espace du travail. Et quand on est amputé de ces archives du monde du travail
sauf pour certaines catégories qui ont une activité professionnelle, et de la question de la surveillance, parce qu'elles ne font pas l'objet de la même surveillance que leurs époux, leurs fils ou leurs pères. On a du mal à écrire cette histoire parce que c'est un travail de terrain qui nécessite de mobiliser des archives qui sont dans le domaine de l'intime et du foyer. Mais je pense que ça soulève, ce que tu dis, ça soulève des questions d'ordre méthodologique, et je trouve que ça soulève des questions vraiment très profondes quant à notre compréhension même de l'histoire et de ce qui constitue l'archive digne historique, qui serait historique. Comment on écrit cette histoire? Alors, une fois que, si on a décidé que l'histoire devait s'écrire sur la base d'archives et de fonds d'archives que l'on peut trouver, voilà, on a fabriqué un domaine de recherche, par exemple. On a fabriqué une discipline universitaire. Mais quand ces canons et ces règles qui régissent cette discipline universitaire, ce champ de recherche, quand ces canons-là ne peuvent pas s'appliquer à certaines populations, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça qui semble disqualifier certaines populations on va dire, de l'auréole de l'histoire ou de l'historicité. Par exemple, parce que ce que tu viens de dire, ça me renvoie immédiatement à un champ qui m'est plus familier, enfin le champ sur lequel je travaille, qui est celui des diasporas noires, des diasporas africaines. Et moi, je travaille vraiment sur le monde anglophone, par exemple. Et l'un des problèmes qui se posent et des discussions qui ont cours en ce moment, c'est quand on prend par exemple l'histoire de la traite négrière, comment fait-on pour écrire une histoire de la traite négrière qui serait plus inclusive? C'est-à-dire qu'au niveau des sources et au niveau des archives, qu'est-ce qu'on a? On a les archives des bateaux négriers, on a les archives des banques, on a les archives des compagnies d'assurance, on a les archives des planteurs et des propriétaires d'esclaves. Donc, qu'est-ce qui constituerait de manière acceptable les archives des personnes qui ont été déplacées ou des personnes qui ont été des esclaves? Voilà. Donc, il y a des gens qui essayent, sur la base de ces archives, des archives auxquelles ils ont accès, qui essayent d'imaginer la vie, la journée d'un de ces esclaves, mais en termes de voir, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Soit on dit ils n'ont pas laissé de traces du tout, ou soit on essaye de se dire quelles autres traces, quelles traces alternatives on pourrait inclure dans ce qui est censé constituer une archive légitime. C'est la question de la légitimité. Est-ce que la parole compte? Est-ce que je sais pas, le folklore, les histoires racontées aux enfants, les légendes, est-ce qu'on n'est pas en fait tout simplement poussé à regarder les choses différemment? Et au-delà de ce canon, qui de toute façon, un canon qui est à la base excluant, à la base, puisque la façon même dont la discipline a été pensée, la façon dont la discipline a été pensée est le reflet d'une sorte d'ordre ou de compréhension du monde. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette sphère intime pour ces femmes? On la révèle. Enfin, bien sûr, bien sûr. Mais c'est en ça que on peut être accusé de ne pas faire d'histoire, d'être dans la mémoire, d'être dans le militantisme, d'être dans le... Voilà, moi j'ai essayé de me présenter de manière assez ouverte en disant que oui, enfin, je suis une professionnelle, mais je considère que mon expérience personnelle contribue aussi à ma compréhension du monde. Et c'est quelque chose que, bon, de toute façon, que je dis et que j'assume, hein, je le dis et je l'assume, mais c'est une posture qui a pu m'être reprochée. Je suis engagée, je ne suis pas objective, j'ai un lien émotionnel trop fort. Tu es une marque. Essayer de rentrer dans le modèle de l'archive tel qu'il est formaté aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas si ça existe, mais les travails d'ethnologues par exemple, qui pourraient du coup avoir le statut, on va dire, Ben oui, l'ethnologie, l'anthropologie et la sociologie. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un travail qui ait été fait au long cours sur justement les questions des femmes dans l'immigration qui ont pointé ces questions-là. Peut-être qu'ils ont pu aborder le groupe plus général, mais vous avez raison, la question de l'archive aujourd'hui
archive est pas archive, donc il y a pas un fond. C'est une querelle très forte chez les historiens sur la question de l'historien citoyen. C'est Svetlana Todorov et toute cette question de la mémoire. Et en fait, dans ce que tu racontes sur cette non-histoire des femmes immigrées, en creux, c'est qu'est-ce que nous dit l'histoire masculine de l'immigration de l'histoire des femmes immigrées. C'est en creux, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas. Parce que si on mobilise, bon là on ne va pas vous agonir de chiffres sur le regroupement familial, parce que tout est dans l'exposition, vous avez les éléments techniques, mais sur le fond, moi, la vraie question que je me pose, c'est en quoi elles se singularisent des hommes, au-delà de leur posture, de leur perception. Vous disiez pertinemment sur les immigrations, par exemple, d'Europe du Sud, parfois des femmes partent seules, avec un projet professionnel, célibataire ou mariée, mais elles partent seules et se réalisent toujours à travers un travail, comme les hommes, mais elles n'apparaissent pas plus dans le champ de l'histoire. Malgré la similitude de trajectoire qui dit, on pourrait dire, bon, c'est des femmes au foyer, on ne peut pas raconter leur histoire, mais le monde du travail permet de raconter l'histoire. Et moi, je vous dis, sur ces questions-là, c'est un peu le même mécanisme, peut-être, que l'histoire des minorités. C'est-à-dire, c'est la légitimité ou ce qu'on appelle les subaltern studies. Est-ce que les femmes ont une légitimité dans l'espace historique, autre que d'être la courroie de transmission du travailleur immigré versus ses enfants et la société extérieure, et comment ne pas la considérer comme un être humain à part entière, et comment s'inscrit-elle dans les études féministes? Est-ce qu'elle s'inscrit dans les études féministes? Je sais pas si c'est les études féministes, mais j'ai pas de... Moi, sur quoi je me suis interrogée en lisant sur ce sujet, c'était justement la définition et la catégorisation de ces femmes-là. J'ai l'impression que la femme immigrante, cette catégorie-là, elle englobe sa fille, j'ai l'impression. J'ai l'impression que quand on parle de ces soit nouveaux français, mais vraiment on est dedans quand on parle de laïcité, d'islam aujourd'hui, il y a toujours ce spectre, enfin ce fantôme de l'immigration qui vient planer sur nos perceptions, enfin dans l'imaginaire. Donc je ne sais même pas comment... Je ne sais pas où s'arrête cette catégorie en fait. Quand on parle aujourd'hui de... Je ne sais pas, si j'entends parler de déchéance de nationalité, en tout cas de discours public sur le sujet, j'ai l'impression qu'on parle d'immigration. On parle des binationaux, et des binationaux les plus récents. C'est pas une impression. Hein, oui. Voilà, alors disons-le. J'ai pas l'impression qu'on parle même des franco-allemands, alors qu'il y a quelques années, enfin il y a quelques décennies. Oui, c'est pas bon d'être allemand. Voilà, donc ça évolue. Mais quand on c'est comme tu disais tout à l'heure, dans tous ces silences, dans toutes ces absences, c'est là que justement les vrais sujets ressortent vraiment de la manière la plus visible ou la plus audible. Ces binationaux-là, donc même si on parle de citoyens français, on a quand même recours à cette histoire de l'immigration, cette catégorisation de l'immigration. Donc c'est pour ça que moi j'arrive pas tellement à faire peut-être la part des choses où je sais que les frontières et les limites sont toujours troubles. Quel est on va dire le dernier des immigrants et le premier des Français, enfin je ne sais pas, c'est une grosse chose, et là on ne saura pas qui c'est, mais j'ai l'impression que cette catégorie elle est extensible et que même si on a toute cette histoire de l'immigration en France, enfin terre d'accueil, droit d'asile, construction de la nationalité française et de la citoyenneté française, je trouve que quand même un des éléments qui est laissé de côté, c'est la question raciale. Pour moi, c'est ça. Et qui est lié à cet impérialisme français. Voilà. Et on ne le traite pas du tout encore, même si je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué de laisser cette question de côté. Donc, même si on a encore recours à la binationalité aujourd'hui, où on utilise plein de subterfuges et d'euphémismes, c'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. Je pense qu'à un moment, il faudra en parler clairement. Comment on peut traiter la question raciale? C'est quand même très compliqué. Tout est compliqué pour mener l'histoire. On est dans des ambiguïtés permanentes. C'est vrai, parce que la race est déjà censée ne pas exister. Oui, mais
je pense que là, on va se servir de l'histoire. Moi, je veux bien que d'un côté scientifique, je crois et j'ai cru comprendre qu'il n'existe qu'une seule race, et c'est la race humaine. Ça, c'est scientifiquement. Voilà, on est d'accord. On est bien d'accord. Sauf que historiquement, socialement, et parfois économiquement ou politiquement, la race est une construction, mais est une construction, j'ai l'impression qu'on a un tabou tellement fort autour de cette notion. C'est une construction qui est une construction telle que je sais pas, le genre est une construction. La masculinité, la féminité sont des constructions. La sexualité aussi peut être construite. L'hétérosexualité, l'homosexualité, je sais pas moi, la classe sociale, tout. Donc on a interrogé toutes ces notions. Pourquoi a-t-on peur de celle-ci? Est-ce que vous voyez, aux États-Unis, il y a mention de la race, enfin, après il y a certaines catégories qu'on n'a pas du tout en France. Est-ce que du coup vous voyez des différences en termes d'études? Est-ce que par exemple ça aide à l'étude aux États-Unis d'avoir ces mentions de race? Peut-être qu'aux États-Unis il y a plus de contestation et que du coup les études, je sais pas moi, ce qu'on appelle les études ethniques, raciales ou féministes, enfin de genre, ont eu un pied implanté dans l'université beaucoup plus tôt qu'en France. Mais aux États-Unis, j'ai l'impression que la question, si on se concentre sur la race, elle est inévitable, puisque le pays s'est construit sur cette notion. Alors qu'en France, je ne dis pas que le pays ne s'est pas construit sur cette notion, mais je pense que d'un point de vue géographique, il a été beaucoup plus facile d'éluder la question à cause justement des Outre-mer. Voilà, il a été possible de s'inventer peut-être un imaginaire neutre ou universel ou, qui en fait a toujours été blanc, mais qui a laissé ces questions-là aux Outre-mer. Aux États-Unis, on va dire que les Amérindiens, tout comme les esclaves, étaient sur le territoire français. Donc les lois ont régi les relations entre on va dire les Blancs, les Amérindiens et les Noirs. Et ça, on peut pas ne pas en parler. Quand les gens se mobilisent ou luttent sur ces questions, sur la question de la ségrégation par exemple, c'est parce qu'il y a des lois. On peut dire que oui, je sais pas moi, l'État de la Caroline du Sud par exemple, qui est très connu, l'État de la Caroline du Sud a voté des lois ségrégationnistes, c'est un fait, on ne peut pas faire sans ça. Mais quand on regarde par exemple toutes les révoltes sociales qui ont eu lieu dans les territoires et les départements d'outre-mer en France, ce sont des mobilisations qui tournent autour de la question raciale, mais de fait, puisque les pauvres vont descendre des populations, par exemple, qui ont été mises en esclavage pour certains endroits, et les classes dominantes sont issues des propriétaires, enfin des anciens propriétaires d'esclaves et qui demeurent des propriétaires terriens ou qui ont je sais pas moi, des acquis financiers ou liés à l'entrepreneuriat qui découlent de cette histoire. Donc en fait, de manière subtile, parce que nous c'est un peu plus subtil, je trouve, on est dans les mêmes thématiques. Aux États-Unis, par exemple, je sais pas, la Cour suprême, à la fin du 19e siècle, signe une décision qui dit que la ségrégation est acceptable, est normale, et que la séparation des races n'implique pas une infériorisation des Noirs. Voilà, c'est ça la logique. C'est pas parce que les groupes raciaux sont séparés que les Noirs sont inférieurs aux Blancs. Et si les Noirs se sentent inférieurs aux Blancs, c'est leur problème. Voilà. 60 ans plus tard, cette même Cour suprême dira que la ségrégation est fondamentalement source d'infériorisation pour un groupe, que les écoles noires sont plus mauvaises que les écoles blanches, que les modes de transport consacrés aux noirs sont plus délabrés que les... Voilà, c'est ce qui a été prouvé, mais 60 ans plus tard. Mais il y a quand même eu un débat assumé sur cette question. Et je pense que c'est parce que l'Amérique et les Amériques en général se sont battus sur ces se sont construites sur ces catégorisations raciales. Si après on prend par exemple l'exemple du lynchage, par exemple, ce phénomène vraiment qui date de la fin du 19e siècle, là c'est intéressant parce qu'on rentre dans des questions de race
et des questions de genre. Dans la question du lynchage, ce qui ressort, c'est l'affirmation de la société patriarcale blanche aux États-Unis. C'est-à-dire que sous prétexte de protéger la femme blanche, pure, vierge, de cet homme noir, bestial, hyper sexualisé, on voit tout de suite la hiérarchie qui s'installe avec l'homme blanc qui protège la femme et au détriment de l'homme noir. Mais la grande oubliée de cette catégorisation, c'est la femme noire, auquel l'homme blanc a accès, l'homme noir a accès, enfin, et elle ne compte même pas en tant qu'objet presque juridique. Les viols sur femmes noires ne font pas l'objet d'attention juridique, quelle qu'elle soit. Donc là, on a plusieurs exemples où, on va dire, la race prend le dessus, puis des fois on voit des intersections. L'intersection, elle se révèle toujours de manière plus claire quand on traite des femmes. Voilà. Et après, il suffit qu'on traite des femmes, on va dire, défavorisées ou issues des classes les plus fragiles. Et puis là, on commence à voir toutes les couches d'oppression et de domination. Mais en France comme aux États-Unis. Aux États-Unis, je pense que aussi la question du communautarisme et le fait que ce soit les vagues d'immigration ou les groupes ethniques ou sociaux s'articulent politiquement autour de ces identifications. Donc, tout ce qui a tourné autour des mobilisations a émané de ces groupes particuliers. Voilà. En France, oui, on a eu ces catégorisations ces groupes, par exemple ces associations culturelles ou ces associations de femmes ou de mères issues du Portugal, d'Espagne, d'Afrique, de manière assez générique. Elles ont pu s'organiser à un moment et aujourd'hui ça devient un peu plus compliqué, pas seulement pour ces femmes, parce qu'on peut les garder, j'ai l'impression, dans cette définition de femme migrante, mais par contre la question du communautarisme, elle apparaît très clairement quand on parle de ces personnes qui ne sont pas immigrantes, qui sont françaises et qui pour moi sont de couleur, enfin très clairement. Les immigrants qui ont disparu, en tout cas dans l'imaginaire, et c'est vrai, Naïma l'a rappelé tout à l'heure, ce sont les Portugais. Les Portugais sont devenus invisibles. Quand on considère ou quand on essaie de penser à l'immigration générale, c'est plus des Portugais dont on parle. Donc, après, c'est lié aussi, alors que ce soit au retour ou que ce soit à l'inclusion du Portugal dans l'Union européenne. Enfin, il y a des choses aussi géopolitiques qui entrent en jeu, mais il y a des choses raciales aussi qui entrent en jeu. C'est difficile, je pense, on va dire, quand on regarde quelqu'un, je trouve que toutes ces questions mènent aussi à une réflexion sur la négation du corps, donc j'ai l'impression que si quelqu'un me regarde, quelqu'un ne sait pas si je suis... Enfin, on peut s'interroger sur ma citoyenneté. Et qu'est-ce qui ferait qu'on s'interrogerait sur ma citoyenneté si ce n'est ma couleur? Voilà. Et pour moi, c'est un fait, et ça me semble tellement logique et tellement... alors que je pourrais très bien, en ayant cette couleur, je pourrais très bien être issue de la Guadeloupe. Et si je suis issue de la Guadeloupe, je suis française depuis 1848. Ce qui nous renvoie en plus à l'histoire de l'esclavage, parce que 1848, c'est l'abolition de l'esclavage. Donc on ne peut pas sortir de ces histoires. Mais en me regardant, on pourrait très bien dire, oui, cette fille, elle doit être d'origine ivoirienne, mais on ne sait pas qui je suis. Et moi, je reste persuadée que ces corps, nos corps parlent et ont été construits d'une certaine façon. Et ça s'interroge, ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas de prôner la racialisation, mais il s'agit de la constater. C'est sûr qu'à Marseille, on ne tournera pas pour le Marseillais. Pas l'accent, hein. Voilà. C'est mort. Hein. Non, c'est cuit. Je voulais écouter la très belle chanson de Billie Holiday, Les arbres du Sud. Oui. Belle Spring Fruit. Elle est magnifique. Oui. Et on a tendance toujours à imaginer des hommes. C'est les hommes qui étaient pendus. Et on ne parle
pas des femmes. On ne parle pas des femmes. Alors que non seulement il n'y a pas eu que des hommes pendus, il y a eu également des femmes, et qu'il n'y a pas eu que des noirs. On pouvait être en majorité, la majorité, on va dire statistiquement, ça a été plutôt des hommes noirs, Oui. mais des femmes noires également, mais des blancs aussi, enfin, des juifs, des personnes qui n'étaient pas, on va dire, socialement assez blanches, c'est-à-dire trop proches des, on va dire, de toutes ces minorités que je viens de lister, mais qui pouvaient être blanches et lynchées. Mais ce qui est intéressant avec le phénomène du lynchage, c'est, moi ce qui m'étonne tout le temps, c'est cet attroupement, puisque quand on parle de lynchage, il faut qu'il y ait un groupe, on ne se fait pas lyncher par une ou deux personnes sur lesquelles, donc il y avait beaucoup de questions de compétition économique et des questions de il y a une catégorie qui s'appelle les offenses. C'est-à-dire que la personne qui a été lynchée aurait outragé, alors on ne sait pas si c'est des insultes, ou ne se serait pas comporté de manière assez comment dire, oui, docile, exactement, docile. Et ça, là, on peut parler du cas des femmes, par exemple, des domestiques un peu trop récalcitrantes, des victimes d'abus sexuels qui auraient essayé de se venger, enfin voilà, on rentre dans ces catégories-là. Ça me fait penser dans le cas français, un peu, tu parles d'invisibilité historique, même d'archives, on en a parlé, mais ces femmes, en partie, surtout celles des post-coloniales, elles ont été très présentes dans l'imagerie des cartes postales, justement. Dans des cartes postales de lynchage, mais je veux dire, dans notre pays, et les cartes postales, c'était l'Internet de l'époque, c'est-à-dire qu'on n'en envoyait pas par paquet de sang, hein, c'était des dizaines de milliers d'exemplaires. Et était mis en scène le corps de ces femmes, qui ensuite sont devenues ces femmes immigrées. Voilà, on sait encore aujourd'hui, dans les bourses de cartes postales coloniales, les mauresques au sein nu, voilées, mais complètement nues, sont les cartes postales qui se vendent le mieux. Et au-delà de l'attrait pour ce genre de choses, n'est-ce pas, on se pose la question de ce que ça laisse dans notre imaginaire en termes de représentation de ces femmes exotisées, érotisées, mais toujours dans l'altérité, puisqu'il y avait des femmes noires, des femmes d'Afrique du Nord, dans la pornographie. C'est-à-dire que dans la pornographie française, existe une spécialisation, enfin une spécificité sur les beurettes. Il y a la rubrique des beurettes. Et les beurettes est un genre pornographique, et le genre pornographique français le plus populaire. Le plus populaire. C'est-à-dire qu'il y a une spécialisation pornographique qui met en scène la figure de la beurette. Donc la beurette un peu, alors soit la beurette soumise ou enfin, voilée qui est en fait très délurée et hyper sexualisée, ou soit la pauvre beurette qui est opprimée par sa famille et qui veut se libérer. En tout cas, c'est un genre. C'est ça dans la tradition des cartes postales coloniales, ces odalisques, et ensuite ces mauresques, toujours sexualisées, et ça laisse dans l'imaginaire collectif, puisque ça rejoint la pornographie contemporaine, sur cette manière d'exhiber ces femmes, qui n'existent que comme objet de désir, de fantasme, de je ne sais quoi, mais est-ce qu'elles existent dans l'espace public comme actrices? Exactement. Et ça revient aussi à la question de tout à l'heure, enfin mon interrogation sur où s'arrête cette catégorisation d'immigrante. La beurette, c'est pas une immigrante. La beurette, enfin en tout cas la figure de la beurette, c'est justement cette seconde génération, mais on reste quand même comme coincé dans cet exotisme, dans cette détérioration. Merci. Enfin, c'est ailleurs. L'exotisme, il est lié à l'altérité, la distance, la beurette, c'est une française, c'est pas. La mauresque n'est pas illégale non plus, puisqu'elle reste quand même l'indigène, c'est l'image de l'indigène du pays qui est exportée dans l'école pour faire rêver. Mais il faut vraiment mesurer que c'est aujourd'hui très recherché et très populaire en termes d'image.
en 2016. C'est-à-dire que c'est pas une histoire du début du XXe siècle, c'est aujourd'hui, vous imaginez pas, vous cherchez sur eBay ou chez des collectionneurs qui vendent, ça se vend beaucoup, même sur des sites anglo-saxons, enfin, on se dit, wow, enfin, quel est ce public, pourquoi ça perdure en fait? On peut comprendre avec la logorie coloniale à l'époque, mais aujourd'hui, ces femmes immigrées dont on parle, qu'elles se battent par exemple sur le code de la famille en Algérie, la situation de la femme au Maroc, il y a des groupements comme ça, de dissidence par rapport au pays d'origine. Elles existent à travers des combats par rapport au pays d'origine. À l'époque, les femmes portugaises avec des groupements de femmes portugaises qui étaient vécues comme telles. On peut remonter le temps d'histoire par rapport à des groupes de républicaines espagnoles. Et on se dit, il y a des combats qui s'éteignent avec la chute de dictateurs, etc. Mais sur la condition de l'égalité homme-femme, par exemple aujourd'hui, le débat qui traverse la presse française, c'est la tribune de Kamel Daoud sur les viols et les attouchements et les agressions de Cologne. Et ça devient un débat franco-français avec un Algérien qui vient d'Algérie sur une histoire qui s'est passée en Allemagne sur les femmes arabes en France. En fait, c'est devenu ça le débat. C'est-à-dire le féminisme versus cette femme qui était vecteur d'intégration dans les années 80 et qui aujourd'hui devient cet ennemi intérieur voilé qui interroge les politiques, les médias sur sa place, sur son émancipation, sur l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, ces femmes actrices dans l'exposition, elles font l'objet de tous les débats aujourd'hui sur la légitimité d'un féminisme adapté, qui serait culturaliste, et d'un féminisme laïque, qui serait contre toutes les discriminations de genre. Et on se rend compte aujourd'hui que cette exposition est dans une actualité très vive sur, en tout cas, la prégnance de cette question de l'altérité féminine, de la présence des femmes immigrées et de la manière dont on les perçoit. Et moi, ça m'interroge beaucoup sur ce que tu disais, sur la pertinence d'un tel sujet de recherche, sachant qu'il y a une ramification des problématiques qui sont celles du genre et celles des origines. Si on ne veut pas utiliser le mot race, on peut au moins admettre que la dimension ethnique existe dans la question du féminisme. Et moi ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est la rupture dans les études féministes, ou dans les groupes féministes, autour de cette question de la dimension d'origine, d'ethnie. Ça s'est vraiment cristallisé autour du voile, la question du voile. La question du voile. Qui est en cause. Oui. Oui, la laïcité. Je sais pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de laïcité, donc c'est la fameuse loi de 1905, je me dis que c'est naïvement pour un pays comme la France, qui aime se penser, peut-être que je vais être un peu généraliste, mais qui aime se penser comme un pays vraiment millénaire, avec des traditions très 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 anciennes, enfin tout ce qui touche à la légitimité de ces valeurs françaises qu'on met en avant tout le temps, c'est l'ancienneté, c'est le temps. Donc je me dis que je m'interroge quand même sur ces, on va dire, ça fait 109 ans de la loi sur la laïcité, qui d'un coup d'un seul deviennent très très vénérables et respectables. 105 ans. Je trouve qu'il y a quand même un contraste entre ce principe qui serait constitutif de la République, alors qu'on parle de 1905. Et comme s'il avait fallu au moins jusqu'en 1905 pour régler certaines questions. Enfin, et à l'époque, c'était la séparation de l'Église et de l'État. L'Église, c'est pas la religion, c'est l'Église. Donc maintenant, on a cette extrapolation à la religion, mais donc sous-entendre, enfin moi comme je le comprends, de manière un peu basique, on a quand même une conversation autour du christianisme dans cette question de la laïcité. On ne parle pas de la religion, on a parlé du christianisme. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si on fait pas. La laïcité ne fait pas de distinction de religion. C'est vraiment. Oui, mais dans la forme, puisque tout à l'heure on prêtait attention à la terminologie, au mot, c'est l'Église. Donc
on va dire que c'est pas la religion en soi. notre conception, en tout cas la conception de la République française de la religion est quand même passée par la religion chrétienne. C'est ce que je veux dire. Et on sait aussi qu'il y a toute une histoire d'exclusion et même un certain type de religion chrétienne, puisque que ce soit les protestants, que ce soit les juifs, il y a eu toute une série de confrontations, d'exclusions, de stigmatisation de certaines populations. Donc j'ai l'impression que quand on discute de la laïcité aujourd'hui et quand on discute de la religion, il y a quand même un soubassement chrétien. Il y a quand même un soubassement... une histoire de relation du pays avec la religion chrétienne. Avec la religion La loi de chrétienne. 1905, elle ne porte pas sur la religion, elle porte sur justement de distinguer le pouvoir de l'Église chrétienne, où effectivement c'est essentiellement présente et d'ailleurs très, très puissante encore au début du XXe siècle, pour justement laisser la place à la République. Oui. Alors là, toutes les lois qui sont passées, les lois, etc., on utilise cette loi sur la laïcité pour revenir sur un modèle, on va dire, judéo-chrétien et plutôt chrétien que judéo, de qu'est-ce qui est acceptable dans les religions en France. Mais oui, là, il y a une déformation, mais au départ... Il y a un débat assez vif parce que l'interprétation n'est pas la même. Non, en plus... pas sur la religion. Non, voilà, je voulais juste... Oui, non, mais peut-être que ce que je voulais mettre en avant, parce qu'on est tout à fait d'accord, ce que je voulais mettre en avant, c'est peut-être ce présupposé non dévoilé, ou cette équation faite entre la religion acceptable et le christianisme, comme seule religion acceptable, et qu'après, beaucoup d'autres religions, aujourd'hui c'est l'islam, comme avant ça a été, même comme je l'ai dit, les protestants ou les juifs, mais qu'il y a quand même ce soubassement chrétien. Voilà. Comme dirait Nadine Morano, exactement, parce que justement... qui repose la race blanche et les racines chrétiennes de... Non, mais... Parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur la race blanche dans cette... mais pas sur les racines chrétiennes. Les racines... Ce que personne ne nie. Oui, c'est la question que je voulais un peu poser tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui fait que l'immigration portugaise aujourd'hui est intégrée, ou en tout cas est perçue comme ça par rapport à l'immigration nord-africaine. Et la question que je voulais poser tout à l'heure, c'est est-ce que vous ne pensez pas, en dehors effectivement du contexte post-colonial qui fait que le Portugal n'était pas une ancienne colonie française, même si ça fait certainement partie de l'empire de Napoléon, mais c'est pas une question de moi. Est-ce que la pratique religieuse, finalement, n'a pas aussi une influence sur ce que vous disiez tout à l'heure, la réussite sociale, on va dire, et que est-ce que la pratique de la religion chrétienne a été aussi un facteur d'intégration supplémentaire? On se retrouvait à l'église le dimanche, parce qu'à l'époque, dans les années 60, il y avait encore quelques Français qui allaient à l'église. Aujourd'hui, moins, mais des affinités culturelles. Ça a été plus facile à absorber, ce qui rejoint aussi peut-être, alors là peut-être que j'extrapole, mais sur l'histoire américaine, où c'est par le biais de la religion chrétienne que les esclaves, ou en tout cas les enfants d'esclaves, ont pu enfin pouvoir à un moment accéder à, alors même si c'est une citoyenneté de seconde zone, mais est-ce que du coup la pratique religieuse, elle ne contribue pas d'une manière ou d'une autre, d'une manière positive ou négative à... Elle est intéressante votre question, parce que j'aurais tendance à dire qu'en France, il y a peut-être la familiarité, on va dire la familiarité du christianisme, c'est ce que vous êtes en train de dire, par exemple la familiarité du christianisme qui permettrait des rapprochements, l'islam l'islam il a été construit, pas seulement par la France, mais que si on devait parler d'une civilisation occidentale, c'est l'antithèse. L'islam, c'est le contraire. C'est le non-occident. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Et d'ailleurs, j'ai l'impression aussi que quand on parle d'islam, en France aujourd'hui, quand on parle d'islam, on parle vraiment... Maintenant, ça devient un peu plus ambigu, mais de manière générale, on parle de l'Afrique du Nord, on parle du Maghreb, on parle des Arabes quand on parle d'islam. Enfin, maintenant peut-être de moins en moins, mais moi je sais que... On ne parle pas des Maliens, quoi. Exactement, que je suis rarement identifiée comme musulmane. Pourtant je le suis.
Ça vient même. Ça dépend des pays d'Afrique. Mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que l'islam, c'est une façon détournée de parler du Maghreb ou d'Afrique. En tout cas, d'une altérité. Je ne sais pas, j'ai l'impression que même l'islam, c'est l'Algérie. Enfin, c'est le pire du pire. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour juste, on va te laisser la parole, Naïma. Pour les États-Unis, je trouve que la question des églises afro-américaines, elle est un peu plus compliquée parce que au départ, la conversion des esclaves au christianisme, c'était vraiment pour les dominer en fait. C'était voilà. Il y a quand même une appropriation de la religion par la communauté. Oui, par les Afro-Américains, même au départ, les conversions de masse visaient à contrôler davantage les esclaves et à leur dire que le monde tel qu'il existait était justifié par Dieu. Et après, ces esclaves ont réussi à se réapproprier le message biblique et à s'en servir pour se libérer. C'est pour ça que les églises afro-américaines sont le terreau de l'activisme politique. C'est pour ça qu'il y a tellement de pasteurs, tellement de gens qui sont issus du monde religieux. Mais est-ce que les communautés blanches et noires ont pu se retrouver au sein des églises? Non, elles sont restées très très longtemps ségrégées. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une blague assez populaire aux États-Unis qui existe, où on dit que l'heure la plus ségrégée aux États-Unis, c'est 11h du matin le dimanche. Parce que là, quoi qu'il arrive, naturellement, chacun ira dans son église. C'est la religion protestante, donc c'est beaucoup plus facile de sectoriser, on va dire. Et ensuite, il y a des Afro-Américains aussi qui ont complètement rejeté la religion chrétienne en se disant, en arguant que justement la religion du maître ne pourrait jamais mener à la libération des anciens esclaves. Donc d'où des groupes comme, c'est vraiment la Nation d'Islam par exemple, qui a choisi l'islam, même si c'est une pratique de l'islam assez particulière, mais qui s'est dit que si on veut être vraiment en totale opposition, c'est-à-dire en opposition infinie avec l'Amérique et telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire blanche et chrétienne, il faut vraiment qu'on trouve une autre religion et la pire aux yeux de l'Amérique, et ça sera l'islam. Ça sera l'islam. C'est ce que représente en tout cas le côté antithétique en tout cas. Voilà. On est noir, on n'est pas américain, enfin on est américain de nationalité, mais on ne se considère pas américain, on n'est même pas chrétien, on ne va même pas être juif, on va être musulman. Et là, on aura marqué notre différence. Juste sur la question que vous avez posée, je me demande si la pratique religieuse qui serait plus proche ou plus lointaine, c'est pas quelque chose qu'on nous présente comme une raison, parce que je crois que quand il y a les massacres des Italiens en France, je pense que beaucoup d'Italiens pouvaient être chrétiens, comme beaucoup de Français pouvaient l'être. Apparemment, ça n'a pas empêché de... On leur reprochait d'être très pratiquants, on les appelait les Christos. Et on n'aimait pas leur pratique très ostentatoire de la religion catholique, voilà. Et on leur disait macaroni et Christos. Et les massacres italiens, c'est lié à des questions géopolitiques. Mais effectivement, même les Portugais, ils ont eu leur dose de racisme. Jusqu'à aujourd'hui, pour moi, le racisme n'a pas disparu vis-à-vis de la communauté portugaise. En tout cas, la stigmatisation n'a pas disparu. Je disais simplement, je vous donne un exemple footballistique, puisque on parle de football à Charles Jodin. Vous avez les équipes. Bon, c'est vrai que les Portugais jouent mieux que les Algériens en football, il faut le reconnaître, mais ce n'est pas une raison. Et on a deux phénomènes de supporterisme. On a la communauté portugaise et franco-portugaise, donc les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants des migrants des années 60-70, qui sont très très attachés à leur équipe portugaise. Drapeau, poète, tout ça. Et on a le même phénomène récent pour les franco-algériens, parce qu'ils ne jouent pas très bien. Du coup, ils ont rarement l'occasion de sortir dans la rue et de dire pourquoi. Voilà. Et les mouvements identitaires d'extrême droite en France ont mis en garde contre le supporterisme algérien, pas algérien, les franco-algériens, parce que c'est les mêmes qui disent 1, 2, 3, on a gagné la Coupe du Monde en 98, et qui sortent pour l'équipe d'Algérie, poète, les drapeaux, etc. Et c'est intéressant de voir comment on anticipe et on rejette la démonstration nationaliste algérienne dans l'espace public, mais parce qu'on a un bagage historique fort par rapport à la guerre d'Algérie qu'on n'a pas avec le Portugal. Donc les Portugais peuvent toujours crier au génie pour Ronaldo avec des drapeaux, il n'y aura pas de problème dans l'espace public.
et la contingence de l'extrême droite qui naît de la guerre d'Algérie, c'est de dire pas de signe ostentatoire de ce nationalisme algérien dans notre espace qui renvoie à des moments historiques forts. Et on a eu le coup à Nice, par exemple, avec le maire de Nice qui interdit les drapeaux dans les mariages, même pour la Coupe du Monde. Donc c'est intéressant de voir, on s'éloigne du sujet féminin, mais par rapport à la question des Portugais et des post-coloniaux, le bagage de représentation n'est pas le même. Parce que c'est vrai, parce que quand on prend le cas par exemple du Sénégal, je ne sais pas si vous vous souvenez toujours pour parler de foot, en 2002, à la Coupe du Monde de 2002, le Sénégal a battu la France. 1-0. Et 1-0. Et il y a eu évidemment, c'est intéressant de voir comment des fois les crispations elles se portent sur une nationalité particulière ou sur un groupe plus large. Et donc je me souviens très bien qu'à la suite de cette victoire, apparemment il y aurait eu des scènes de liesse à Paris, et notamment vers Barbès, Château-Rouge, enfin tous ces quartiers-là. Et il y avait un article dans Le Monde qui est paru et qui s'appelait « L'Afrique danse ». Oh là, l'Afrique danse, et qui parlait de tous ces Africains qui étaient contents de la victoire du Sénégal, mais là il y avait moins de peur, il n'y avait pas l'agressivité potentielle des Algériens, c'était plutôt bon, laissez-les danser, parce que de toute façon nous savons très bien que la majorité des stars de l'équipe nationale sénégalaise évoluent en France, ce sont un peu les nôtres. Voilà. On a dit la même chose de l'équipe d'Algérie, voilà. Que c'était... Mais il n'y avait pas... Ce que je voulais dire, c'est que pour le Sénégal et le reste de l'Afrique, il n'y avait pas de peur. Il y avait ils sont contents. Il y a une hiérarchie aussi peut-être. Comment? Il y a une hiérarchie aussi peut-être, effectivement, l'Algérien. Oui, en tout cas, il y a des traitements spécifiques et particuliers qui sont liés à des histoires spécifiques. En fait, c'était la manière de représenter au temps colonial. Le noir, c'était le grand dadé ahuri, bien gentil, bien brave, qui danse, qui fait du tam-tam et tout ça, machin. Le nord-africain, l'Algérien en particulier, c'était le fourbe, violeur, voleur, dangerosité, les sidis, on disait dans les années 30. Mais on ne parlait pas des femmes. Les femmes, c'était la danse du ventre, les mauresques, la mouquère, la fatma. Toute l'histoire de la prostitution dans ces zones coloniales. Toute l'histoire de la prostitution. Et l'invisibilité des Européennes. Moi, je parle du mouvement des femmes de ménage, des bonnes, on disait dans le 16e. Il y a eu des mouvements sociaux liés à ces présences. On n'en a pas la mémoire. Je veux dire, on n'en parle pas de ces présences européennes. Ces femmes piémontaises qui s'installaient dans les campagnes de Midi-Pyrénées et qui venaient travailler à l'artisanat local, qui étaient donc des entrepreneuses déjà dans les années 30, dans les années 40, on n'en a pas la mémoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle n'existe qu'à travers le fait divers, par exemple. Ces mères de famille polygames, vous voyez, toute cette imagerie qui ne s'occupe pas de ses enfants dans les quartiers populaires, on en est toujours à travers le filtre anxiogène du fait divers, de la stigmatisation, et elles retournent à l'invisibilité, même quand elles ont des trajectoires. Moi, je pense à ces femmes de ce qu'on appelle les Russes blancs des années 10, 20 et 30, qui ont eu des carrières extraordinaires dans la résistance française. Je suis sûre que je fais un sondage, personne ne connaît le nom de ces femmes russes qui ont été des résistantes, qui sont enterrées ici, en banlieue parisienne. On ne connaît pas ces femmes, c'est-à-dire qu'elles ont eu des carrières politiques, des carrières d'entrepreneuses, des carrières de femmes au foyer, ce qui est tout à fait honorable. Elles ont été surreprésentées dans certaines professions, certaines réalités sociologiques qui persistent aujourd'hui. Que dire des femmes de ménage dans le monde de l'entreprise? Elles sont souvent issues de ces communautés de femmes immigrées, même s'il y a eu un déplacement démographique, et on n'en a toujours pas la trace, la chair du point de vue de la narration. C'est un peu ce que tu disais en creux de ton intervention. Et j'espère qu'on a créé une vocation pour toi ce soir de sortir de... Oui, parce que très, très techniquement, on l'a évoqué de manière démographique et générationnelle. Il y a plein de travaux sur les enfants immigrés et donc la trajectoire des filles, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en termes l'exil au féminin, pour faire un beau titre d'ouvrage, je ne sais plus te lancer, ça n'existe pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a comme cette histoire ou cette sociologie froide, enfin comme tu l'as dit, statistique, mais qui... je sais pas, moi je me suis trouvée un peu naïve en fait, après en lisant tout ce que j'ai lu, mais je me
disais, mais c'est comme s'il manquait la chair, enfin, que ces femmes-là, c'est vraiment la déshumanisation dans la mesure où on fait comme si une femme n'était pas un être humain, enfin, un être humain, mais de base, qui pense, je sais pas moi, avec ses joies, ses peines, ses mouvements, enfin, complet et complexe et contradictoire. On ne retrouve pas ça. On retrouve pas ça. Et les noms que j'ai cités à la fin, c'est juste des noms des mères d'amis à moi, enfin, que j'ai côtoyés. Ils me disaient, au final, c'est vrai que Pintar, elle venait d'Espagne. Parmi elles, il y a qu'elle qui est venue s'installer en France. Ses sœurs sont restées. Elle a été soutien de famille. Elle s'est mariée avec un Antillais qui venait de la Martinique. Voilà, ils se sont retrouvés au Kremlin-Bicêtre. Et Madame Pintar, elle est réelle, elle a une vie. Et c'est des questions que pourtant j'ai traitées dans d'autres domaines. Mais encore une fois, je trouve ça aussi intéressant de voir que dans ma formation initiale, j'ai toujours été intéressée par la question des exclus, des minorités, et en l'occurrence des Noirs. Mais au départ, cette question, pour moi, elle n'était pas française. C'est-à-dire que j'ai l'impression aujourd'hui, un temps plus tard, de me dire que je me suis un peu... Trompée. Comment ? Trompée ? Oui, trompée. Et puis, j'ai eu recours aux Amériques, qui avaient l'air plus évident. Oui, là-bas, il y a du racisme, il y a des noirs, il y a des blancs, là, on peut faire des choses. Et maintenant, c'est comme si c'est le retour inattendu. Et c'est vraiment en commençant, parce que j'ai habité longtemps aux États-Unis, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est à partir des États-Unis que j'ai commencé à réfléchir à la France et à réfléchir à mon expérience. Mais ça encore, et donc maintenant je m'intéresse aussi à la France ou à cette notion de diaspora, mais encore une fois, ça pose une question académique, universitaire. Mon parcours, il est atypique. C'est-à-dire que si ça ne m'empêche pas de les développer, mais si je m'intéresse à ces questions-là, eh ben, je vois bien que je ne rentre plus dans tel ou tel département. Je ne suis pas une historienne, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue. Est-ce que je travaille sur l'ère, on va dire, anglophone, ou est-ce que c'est l'ère francophone ? Et ça pose des problèmes administratifs, ça pose des problèmes de catégorisation, dont on n'a rien à faire, mais qui comptent en fait, puisque vous parlez au nom de quoi ? Vous travaillez sur quelle base ? Quelle est la nature de vos sources ? Ça pose des questions méthodologiques et de catégorisation acceptables. Mais je vais devenir la caution historique. On va consigner. Voilà. Mettre l'encyclopédie de l'histoire des femmes immigrées ce soir. Voilà, on va le lancer. On fera le pot ici. Mais c'est intéressant parce que moi j'ai le plaisir de travailler sur une autre exposition sur les luttes des femmes immigrées. Et là, particulièrement sur l'histoire en général des familles immigrées. Mais je pense que c'est aussi une demande sociale, c'est dans l'air du temps. L'espace, la programmer cette exposition, c'est qu'il y a un intérêt de l'espace pour le sujet. C'est aussi peut-être une réalité que vit la commune. Donc à un moment donné, si tout le monde met en bout à bout les bonnes volontés, je pense que c'est un champ peut-être qui sera plus légitime dans 10 ou 15 ans. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop tard, donc je suis fatiguée. Il n'y a aucun doute, ça sera légitime. C'est juste que là, c'est comme si on se trouvait, on est au milieu de la bataille, mais c'est tellement logique, en fait, que il y a un moment où la légitimité viendra. Vous lirez, madame ? Vous lirez nos travaux ? Peut-être. Je l'attends. Mais parce que nous qui sommes d'un certain âge, bon, on a vécu des moments où les femmes en France, dans l'Hexagone, n'étaient pas tellement reconnues non plus. Oui, quelles que soient leurs origines. Absolument. Vous parliez de ces femmes qui ont été bonnes, de ces gens, de ces bourgeois dans le 16e. Mais les Bretons avant-guerre, bien sûr, les Auvergnats, ont fait. Alors, donc, c'est peut-être un peu stupide. Pour moi, je ne trouve pas qu'il y ait tellement d'écart. Il y a des grosses similitudes, sauf qu'on trouve des livres sur les Bretonnes. C'est ça la différence. Ah bon? Mais on trouve, et c'est pour ça que les études, en fait, les études féministes
Et je suis d'accord avec madame, devrait être dans le prolongement. C'est ça. Dans le prolongement, parce que c'est le prolongement. Vous faites l'histoire de la ville de Saint-Denis. Vous ne pouvez pas séparer l'histoire de peuplement des maraîchers et des migrations interrégionales de la suite qui est celle de l'immigration qui va aller jusqu'aux anciennes colonies. C'est la même histoire, c'est la même dynamique. Et ce que disait notre intervenante, c'est qu'elle fait partie du roman national. C'est pas une histoire qui s'est faite à côté ou qui serait tellement différente. C'est qu'à un moment donné, comme les femmes ont eu à s'imposer pour être dans l'histoire et en se saisissant, c'est pour ça que je demandais la filiation par rapport aux études féministes. On ne leur a pas fait de cadeau, je veux dire, elles ont été se battre pour écrire une histoire féminine, d'un point de vue féminin. Et le travail est encore très très long, c'est pas du tout quelque chose de terminé. Et le droit de vote des femmes. En France, c'est très tard. Et puis, le problème de bouche, par exemple, sous la Révolution, personne n'en parle. Oui. non, alors, excuse. Madame de Gauche était abolitionniste en plus. C'est une fille très bien. Oui. Elle était. Voilà. C'était. Convergence des luttes. Convergence des luttes. C'est a priori révolutionnaire, Peut-être oui, peut-être que. Il y a des moments qui révèlent peut-être que ce soit on va dire la notion politique sous-jacente et les privilèges inattendus qui apparaissent à des moments précis. Et personne ne veut laisser ces privilèges, quel que soit le groupe. Moi, je veux pas. Moi, je garde. Moi, pour en parler complètement d'autre chose, je voulais parler aussi de toutes ces discriminations, même au niveau juridique, que subissent les femmes. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec des femmes qui sont victimes de violences conjugales, et c'est vrai qu'on voit qu'à partir du moment, en fait, où il n'y a plus ce qu'on appelle communauté de vie, ou que le mariage est rompu, on voit pour des femmes étrangères qu'elles n'ont plus en fait aucune clé même juridique pour pouvoir continuer à avoir l'autorisation de séjour. Et ça, c'est aussi assez intéressant de voir comment on traite la femme au niveau du regroupement familial, c'est très simple. Si elle est venue, je dis n'importe quoi, donc du Bénin et que son mari est toujours au Bénin, ça va complètement bloquer le dossier parce qu'on va estimer en fait que même s'ils sont séparés, il y a des liens encore très forts et qu'en fait, elle n'a aucune légitimité à être ici, tandis qu'elle a un mari là-bas ou un enfant. Et ça, on le voit là, il n'y a pas longtemps, il y avait une dame algérienne qui avait ses enfants en Algérie et à chaque fois on lui disait vous avez vos enfants en Algérie et du coup vos liens familiaux sont là-bas. Donc on n'arrive pas à prouver les liens nécessaires ou réels avec la France, pas d'autorisation de séjour. Et ça, j'ai remarqué qu'on avait beaucoup moins sur des dossiers de demandeurs soit d'asile, soit des personnes qui demandaient à être régularisées en France. Quand c'est des hommes, c'est beaucoup moins problématique quand toute la famille est restée dans un quelconque pays d'origine pour un homme que pour une femme. Et ça, c'est... j'ai pas assez de recul parce que ça fait qu'1 an et demi que je suis écrite. C'est des constatations, elles sont réelles. Quand je réfléchis sur les dossiers, je me dis, ah oui, non, mais là, en fait, on a complètement le truc qui bloque. Elle n'est plus avec le mari. Lui, par contre, il a encore ses 3 enfants en bas âge. Il a quand même eu sa carte de 10 ans, effectivement. Donc, ce serait intéressant. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de travaux aussi sur ça, sur la double discrimination juridique que subissaient les femmes immigrantes ou étrangères. Et les statuts bilatéraux. Et la difficulté pour avoir, quand on est une femme toute seule, en fait, on dirait qu'on n'a pas le droit c'est extraordinaire, en fait, mais pourquoi vous êtes venu en France aujourd'hui? Il faut forcément qu'il y ait un lien familial ou du père ou de... Enfin voilà, quelque chose qui nous assit au rôle de présupposer de la femme d'être jamais genre et droit. C'est ça. Moi, je pense que c'est vrai. On leur raconterait l'histoire de ces femmes espagnoles ou portugaises qui venaient seules pour trouver un travail et faire vivre leur famille au pays, pour leur rappeler que ce n'est pas une nouveauté et que les femmes aussi peuvent avoir des projets professionnels sans dépendre d'un homme. Et c'est fantastique aussi de voir comment la figure de la pauvre femme immigrée victime de violence de la part du méchant immigré, c'est... si on est victime de violences conjugales et qu'on arrive à le prouver, on peut
exceptionnellement avoir un titre de séjour. Parce qu'en fait, on a été maltraité par son père. Enfin, son père PAIR, donc un étranger aussi. Et au niveau juridique, on voit que donc, on arrive à avoir, tant qu'on a prouvé qu'on était victime de violences conjugales, on peut avoir le titre de séjour 1 an. Et puis après, en fait, il faut prouver autre chose. Il faut prouver que soit on a un contrat, une promesse d'embauche, soit ça fait 10 ans qu'on est en France. Il faut devenir féminine. Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à d'autres stratégies. Voilà, non, mais c'est ça, c'est hyper intéressant. Parce que ce que vous dites, c'est vraiment intéressant parce que l'étude à faire, c'est justement toutes les stratégies développées par ces femmes après pour pouvoir justifier ou obtenir les aides qu'elles recherchent. C'est ça qui va être intéressant. Et qu'est-ce qu'elles vont faire en tant que femmes qui n'ont pas le droit à ci ou à ça. Et ça c'est une étude genrée de cette expérience concrète de l'immigration. Et ça, c'est nécessairement différent. Donc, c'est pas, souvent, les gens peuvent se tromper en se disant que si on est féministe ou si on s'intéresse aux études des femmes, c'est remplacer un prisme ou un angle d'approche par un autre, alors que c'est juste une question de compléter le récit, en fait. De le compléter, c'est pas remplacer un récit par un autre. Les gens ont peur de ah non mais si les noirs il faut ci, il faut ça, maintenant c'est les noirs qui vont. C'est pas ça, c'est pas renverser le monde ou la vision du monde, c'est peut-être de la rendre un peu plus juste. Un peu plus juste parce que plus complète. Et là c'est juste tirer le constat qu'il manque quelque chose. Et pour être encore plus dans des exemples concrets, le non-droit de la coépouse dans des situations de polygamie, et là c'est... Elle n'existe pas. Là c'est polygame. C'est aberrant, parce qu'en fait, on punit donc la coépouse, on la punit doublement, puisqu'ensuite elle ne bénéficie d'aucun droit, et c'est rédhibitoire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune issue stratégique juridique. Par exemple, à moins de... moi je sais que je dis aujourd'hui à des femmes, non, c'est pas le moment. Vous n'allez pas faire votre demande de titre de séjour maintenant, on va penser à une stratégie qui va vous permettre de... Et du coup, après, on doit tricoter des choses, parce qu'on sait très bien que sur certaines situations, au regard de la loi et de ce que nous dit la loi, c'est mort, c'est pas possible. Et moi, je vois ces regards d'indignation. Et pour moi, quand je dis... C'est une posture professionnelle très compliquée, parce qu'en fait, on dit qu'on n'est pas d'accord avec le fond, mais en plus, on doit pousser les gens aussi à adopter des stratégies de contournement. Enfin, les femmes, en l'occurrence, plus dans mon cas de ma profession. Et voilà, ça c'est aussi un champ où faudrait travailler dessus, quoi. Pourquoi est-ce qu'on a aussi moins de droits et qu'on est doublement, triplement puni, voire. Voilà. Bon, deuxième livre. Sur cet optimisme. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Les 21h. Merci encore. Merci beaucoup Alexandre, Gérard. Merci à tout le monde. Et merci à Naïma.